Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Marc Provost, je suis directeur du site de production d'Arbonis à Chemillé, référent à la Mêlée-Collée. Comme c'est indiqué en haut à droite du slide, on fait partie du groupe Vinci. Et on est la partie construction bois, concepteur, constructeur de toutes de solutions bois en général. Donc la question était, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe au niveau des disponibilités matières bois, également au niveau du coût. L'analyse, elle est assez simple, mais elle donne déjà, pour parler prix, cette courbe-là qui nous donne l'évolution du bois au niveau des États-Unis. J'en ai parlé, donc on a eu un pic extraordinaire l'année dernière, enfin, le mois de mai. On a eu une descente sur l'hiver et on a une augmentation. On repart sur une partie hausse assez importante tout de suite. Alors, on peut peut-être pas revenir tout de suite, enfin ici ou très rapidement, le pourquoi. Donc, comme a dit Jean, et je confirme tout à fait, il y a eu une explosion de la demande. Alors, d'un seul coup, tout le monde a trouvé qu'il fallait du bois, on en avait besoin. Alors, ça a été un peu initié déjà par les États-Unis avec l'aide de Trump avant de partir, où il a donné beaucoup d'argent pour que les Américains reconstruisent. Biden a fait la même chose après son élection. Et les États-Unis ont un habitat diffus qui est majoritairement en bois. Et ça faisait à peu près plus de 30 ans qu'ils n'avaient pas eu un gros plan d'investissement pour leur habitat. Et tout à coup, ils ont eu une fringale monumentale de bois. Dans le même temps, leur approvisionnement principal étant le Canada. Et dans le même temps, Trudeau s'était un petit peu fâché avec Trump en mettant un peu des gros freins sur le passage d'un gazoduc à travers le Canada venant de l'Alaska. Du coup, les produits venant du Canada sont trouvés fortement taxés, d'où un coût important et qui mettait en fin de compte la construction bois pas vraiment à bon niveau. Les Américains sont pragmatiques, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs, ils ont vu qu'en Europe, il y avait du bois, donc ils sont venus faire un peu leur marché, alors pas que chez les Scandinaves, également chez les Allemands, chez les Autrichiens, enfin bref, du coup, les prix ont flambé. Ensuite, comme le dit Jean, le grand démocrate Poutine s'est rendu compte qu'il était avec du bois qui était intéressant chez lui, donc il le vend plus cher, etc., etc. Donc on s'est emballé et ça donnait donc ce pic phénoménal que l'on voit sur le mois de mai l'année dernière. Une analyse toujours sur le prix USA, mais sur 5 ans. Donc là, on est sur une courbe qui part de 2017 et je ne peux pas aller plus à gauche, mais c'est à peu près stable depuis des années où on avait toujours un prix intéressant. Alors, je précisais en haut que c'est un prix en pied planche, donc 0,00236 mètres cubes et en dollars évidemment. Pour rappel, en mai 2021, on avait un prix à 714 $, en septembre à 204 $ et on est maintenant à 445 $. Et les prix avant la crise étaient moyens à 160 $. Donc, vous voyez l'impact que ça a. Une fois de plus, faut pas le prendre, faut pas directement le transformer en euros mètre cube français, en Europe en tout cas. Mais encore une fois, les États-Unis donnent le tempo au niveau du prix du bois sur la planète. Donc on peut prendre ces variations comme une image, comme une photo de ce qui se passe, de façon assez correcte, même très correcte. La ligne rouge que l'on voit donne un peu quelque chose de plus lissé, et on parlait tout à l'heure de l'évolution des prix. On est monté très haut et je pense qu'on arrive maintenant à une espèce j'appelle ça un prix plancher, donc on va varier, il va y avoir toujours une espèce d'évolution du prix par rapport au côté inflationniste, mais on est vraiment sur quelque chose qui reste, j'espère, stable. Là, je pense qu'on est, comme dit Jean, encore une fois, les prix baissent sur l'hiver. Bon, il y a également des tas de raisons. Il n'y a pas que la raison des chantiers, il y a aussi les raisons des coupes de bois. Ça baisse, mais on est déjà en train d'appréhender une rehausse, un resursaut pour le deuxième trimestre qui devrait se stabiliser. Nous l'espérons, en tout cas, nous, en tant que lamelliste, je parle en tant que lamelliste pour ce qui me concerne. On espère avoir un prix plateau à venir pour l'année ensuite 2022, voire 2023. Donc, on est en train de se projeter voilà, sur un coût stabilisé, mais qui est quand même beaucoup plus cher que ce que l'on avait avant la crise. Pour exemple, donc on passe de 160 $ à 440 et quelques dollars, c'est pas par deux, mais pas loin. Rien à dire là-dessus. Donc, pour ce qui s'est passé au niveau du lamellé-collé, en conséquence, on a vu nos prix augmenter de façon extrêmement subite en 6 mois de 120%. Et sans moyen de répercuter les hausses, en tout cas, le marché révisable au niveau du BTCSB ne nous permettait pas de répercuter ces hausses. C'est d'ailleurs un gros sujet qui est actuellement en train d'être travaillé, c'est de pouvoir
revoir ce fameux indice de BT16. L'augmentation de ces prix, pour parler de ce qui s'est passé au mois de, enfin, en 2020-2021, l'augmentation des prix s'accompagnait d'une rareté de la matière. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, un besoin important dans les pays qui exprimaient les besoins qui ont acheté très cher. Et on parle depuis tout à l'heure de contrats sur les approvisionnements et contrats cadres. Pour ce qui est des bois bruts, on avait l'habitude, les lamellistes, d'avoir des contrats à l'année qui étaient largement écrits. À peu près tous les lamellistes français, enfin je ne parle pas pour tous, mais tous ceux que je connais, avaient des prix validés à l'année sur en tout cas 70-80% de leur activité prévue. Et depuis quelques années, depuis, je vais dire 4, 5, 6 ans, on a du mal à rentrer dans cette démarche parce que justement, on sentait une variabilité, une instabilité. Et maintenant, on est incapable de gérer et de bloquer un approvisionnement au-delà de 3 mois. C'est déjà pas mal, mais on veut retravailler. Et là, on est tout à fait en phase avec ce qui se passe actuellement avec la FNB, de relancer des contrats au-delà des 3 mois, de pouvoir retravailler sur des contrats à l'année. Ce serait quand même ce serait le mieux qui puisse se faire. L'histoire aussi des contrats, c'est comment, et encore une fois, Jean l'a expliqué et l'a appréhendé, c'est comment pouvoir gérer le côté prix. Ça, c'est un gros sujet, parce que si les bois, on va dire, si les bois nationaux, on va pouvoir à peu près maîtriser ce qui va se passer, sur les bois d'importation, on a du mal, hein. On est quand même sur des pays, sur les approvisionnements, mettons, scandinaves ou allemands ou autrichiens, on ne sait pas trop gérer ce qui va se passer au-delà de nos frontières. Et on arrive sur le point suivant, c'était la matière première, donc le bois. Le bois, pour ce qui est les lamellistes, en ce qui me concerne, ce sont des bois qui sont essentiellement des bois qui sont issus des forêts dites boréales, mais qui sont dans la région de la Grande Europe, c'est-à-dire que ça va se situer dans les pays scandinaves, tout ce qui est en haut. Et c'est notre approvisionnement principal. Et on sait aussi que c'est l'approvisionnement qui va être le plus demandé dans les années qui viennent, avec, comme vous l'avez vu sur la présentation de Jean Piveteau, des augmentations de consommation et de besoins qui vont être phénoménaux, autant en CLT, autant en lamellé-collé industriel et autres. Donc nous préparons en tant que constructeurs lamellé-collé euh, à des manques ou à des difficultés à s'approvisionner correctement sur nos sections de bois, sur nos qualités de bois. D'où une évolution normative et sociétale en Europe qui va nous amener à orienter nos approvisionnements, à les réorienter, ma foi, sur notre beau pays, où il y a à peu près, il y a beaucoup de bois, il y a même peut-être trop de bois. C'est là le paradoxe, on l'a dit tout à l'heure, on a la forêt la plus diverse et la plus belle d'Europe, avec un nombre extraordinaire comment dirais-je, d'essences. Mais en fait, on en a partout, mais c'est jamais les mêmes. La seule essence qu'on a sur tout le territoire, c'est le rosier, pour ainsi dire. Donc, on va avoir du mal, pour ainsi dire, à pouvoir coller ou produire dans la région bretonne avec des épicéas. C'est évident, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir qu'on apprenne, et c'est aussi une évolution dans notre métier de lamelliste et de constructeur, c'est de pouvoir faire évoluer nos outils pour pouvoir utiliser des essences françaises, et qu'elles soient d'ailleurs feuillues ou qu'elles soient résineuses. Car en France, et là c'est des chiffres un petit peu vrac, un peu larges, on a 30%, donc voilà, je vous les relis en même temps, afin que vous les avez devant vous, 30% de la surface du territoire métropolitain est recouvert par de la forêt, 17 millions d'hectares sur 50 millions de territoire. La surface boisée a doublé en 200 ans, donc on est à 8 millions. Jean nous a dit 9 millions, on était à 9 millions,7 en 1830. Bon, j'ai arrondi 8 millions dans ma présentation passée, mais c'est bien ce qui se passe là. On a en France 140 espèces d'arbres, donc 3 quarts des espèces présentes en France. Les 2 tiers sont dédiés aux feuillus et un tiers est aux conifères. Et en fait, quand vous prenez ce qui est exploité, je dis bien ce qui est exploité, c'est l'inverse. On exploite aux 2 tiers les conifères qui existent actuellement. Je parle même pas de ce qui est en plantation. Et on exploite qu'à un tiers les surfaces feuillues. Alors, il y a donc une sous-exploitation, une sous-activité de récolte sur les feuillus actuellement. Alors, je ne dirais pas que ceci explique cela, mais pourquoi est-ce qu'il y a actuellement des billes de chêne qui partent à l'export? C'est parce qu'entre autres, il y a, au démarrage, il faut bien quand même le dire, même si ça fait un petit peu mal de le dire, il y a une incapacité à exploiter vraiment bien nos feuillus
en France, il y a des pans entiers d'activité bois, d'activité forestière qui a disparu entre les années, enfin l'après, hein, depuis l'après-guerre jusqu'aux années 80. Les répartitions, donc, on a un peu plus de la moitié des forêts françaises constituées d'un peuplement monospécifique feuillu ou résineux. Là, je vais un petit peu casser l'idée de dire qu'une forêt de feuillus est toujours diverse. Ben non, elle n'est pas si diverse que ça. En fait, ce sont des forêts qui sont plutôt monospécifiques, où il y a d'autres essences, c'est sûr. Mais si vous allez en forêt de Tronçais, vous allez voir qu'il y a essentiellement et majoritairement des chênes. Et c'est normal. Il y a aussi un peu d'autres bois, évidemment, mais c'est comme ça. Et une information également à prendre en compte, 74% de la forêt appartient à des particuliers, il n'y a que 26% qui est domaniale au public. Ce qui explique aussi la difficulté totale à gérer ou en tout cas à réguler les ventes de bois. La politique forestière nationale, donc toujours française, il faut bien retenir que la totalité de la forêt française est artificielle, a été plantée et gérée par l'homme, que nous avons une forêt qui est majoritairement sur certification PEC-FSC, c'est-à-dire qu'elle est gérée durablement, dans le sens où quand on va couper un arbre, on va quasiment en replanter de façon certaine. Même pour être simple, quand on récolte un résineux, on en replante 3 ou 4 pour pouvoir en récolter un 30, 40, 50 ans plus tard. Et on croît par an de 60 000 hectares. Et on a donc une politique de reforestation. Mais oui, cette reforestation implique un appauvrissement de la biodiversité. Donc c'est tout l'enjeu qu'il faut relever. Et j'ai dit tout à l'heure, mais les forestiers, qui sont quand même des gens assez pragmatiques, proches du terrain, et qui veulent comment dirais-je, que leur activité soit pérenne et qu'ils continuent à gagner de l'argent. Donc ils travaillent actuellement très fortement sur comment gérer, comment ramener de la biodiversité, comment gérer la forêt pour qu'elle soit toujours un puits de carbone hyper important et également une façon de s'approvisionner, enfin, voilà, un bassin d'approvisionnement en matière toujours intéressant. Donc encore un peu de blabla, connaître l'exploitation forestière française. Donc on exploite, je disais tout à l'heure, que la forêt de feuillus, par exemple, des 2 tiers de la forêt française ne fournit qu'un tiers des bois utilisés en entreprise. Et on est toujours sur une importation de bois importante pour ce qui est de nos utilisations de structures, mais on s'habille. Alors, on est en train de s'apprendre, en tout cas, nous, Arbonis et d'autres collègues, en train de s'apprendre à travailler avec des bois français et pas que des résineux. Il y a des ouvertures, je disais que les feuillus étaient mal exploités, il y a des ouvertures qui sont sur les feuillus, sur le hêtre particulièrement, qui semblent avoir des intérêts, être intéressantes, même s'il est très cher au niveau de la production, mais malgré tout, il est intéressant. Donc les entreprises comme nous sont intéressées à utiliser du bois français, pour faire simple, avec des prix qui vont se stabiliser, on l'espère, avec des usines qui vont se massifier et qui vont pouvoir permettre d'avoir nos quantités de bois. Le lamellé-collé, c'est 220 000 m3 de bois à l'année utilisé, donc on a quand même besoin de beaucoup de choses. Et je ne résiste pas au plaisir de dire qu'Arbonis, c'est des usines qui sont en Anjou ou en Bourgogne et que on s'attache à faire un bâtiment un peu de tout, du bureau et du logement en IBH et beaucoup d'autres choses. Voilà.